L'année 1924, là où tout commence. Nous sommes dans les environs de Moscou, en plein hiver russe. Lénine, le père de la révolution bolchevique, vient de mourir. C'est l'un des premiers films où apparaît Staline. Avec les responsables soviétiques, il porte le cercueil du chef. Staline a 46 ans. Il est secrétaire général du Parti communiste, un poste relativement effacé. Parmi ses camarades, personne n'imagine encore que c'est lui qui va succéder au grand Lénine. À la fin des années 1920, Staline engage autoritairement l'URSS dans la voie de l'industrialisation accélérée. Toutes les énergies du pays sont tournées vers l'industrie. Le succès est spectaculaire et l'URSS devient une grande puissance industrielle. Mais l'industrialisation à marche forcée se paye au prix de lourds sacrifices. L'industrialisation à marche forcée de l'URSS date de 1929. Cela permet à l'URSS de devenir une puissance mondiale. La réussite est particulièrement marquée dans le secteur de l'industrie lourde. Les résultats les plus spectaculaires ont été la centrale électrique construite sur le Dniepr, achevée en 1932. C'était la plus grande centrale électrique du monde. Un autre grand succès fut le combinat métallurgique de Magnitogorsk en 1930, poussant l'URSS au rang de premier producteur d'acier mondial. Les secteurs économiques qui sont durablement affaiblis par l'industrialisation à marche forcée sont l'agriculture et l'industrie légère. Une crise du logement, c'est quand il n'y a pas assez de logements pour toute la population. À cause de cette crise, des maisons en bois et de boue sont apparues partout dans les villes. Cela ressemblait à des bidonvilles. Les rares appartements étaient partagés entre familles, les rendant presque inhabitables. L'industrialisation à marche forcée a accentué la crise du logement, car le gouvernement mobilisant toute la main-d'œuvre pour l'industrie lourde, il n'y avait plus de travailleurs pour construire des immeubles afin d'accueillir une population toujours plus nombreuse. Un exemple avec le témoignage d'une ancienne ouvrière. What were the living conditions like? They were terrible. There was a housing shortage and the peasants from the villages built themselves wooden huts and mud houses. These structures popped up all over our city like mushrooms. They were abandoned junk heaps and other similar places where many such structures were built. I am surprised at how God protected them from fire. Nous n'avons pas beaucoup d'images des conséquences de l'industrialisation à marche forcée, car les images étaient interdites. Il y a des exceptions, comme la photo d'un mannequin dans les rues de Moscou en 1930 qui proviennent d'une ancienne tournée clandestinement. It was hard. The stores were always empty. For example, in one newspaper, it was written, but for the May 1st celebration, 150 kilos of pork and 100 kilos of beef were given to the best workers. It was their reward for highly productive labor. À partir de la fin des années 1920, le procès à grand spectacle se multiplie. Ce sont des procès politiques. On reproche aux accusés de chercher à trahir le communisme et Staline. Invariablement, le procès se termine par des condamnations pour trahison. Cette utilisation de la justice pour faire régner la terreur est une des caractéristiques du totalitarisme dans l'URSS de Staline. Étudions l'extrémisme. Pendant les premiers grands procès staliniens, il y a eu plusieurs accusés de trahison. En 1928, des ingénieurs de la ville de Shakhty sont accusés de conspirer avec les anciens propriétaires des mines de charbon pour saboter l'économie soviétique. En 1931, un ingénieur est arrêté et accusé d'être l'organisateur d'un vaste complot anti-soviétique. Il avait soi-disant fabriqué des poisons pour exterminer les membres du gouvernement. En 1929, Sergei Efremov, un spécialiste de l'histoire et de la littérature de l'Ukraine, est accusé de comploter contre l'URSS. Il est envoyé en prison. En 1930, il est condamné à mort. Et Staline n'était jamais présent au procès, car le procureur Andrei Vikivsky, qui précédait le procès des ingénieurs, etc., était un ralliement conditionnel à Staline.
De ces 3 procès, on ne trouvait la moindre preuve, seulement les témoignages des personnes forcées. Les autorités ne posaient sur des aveux forcés. Les autorités obligeaient aux témoins, des fois de leur famille, à témoigner contre eux, torturés dans des interrogatoires qui durent 2 heures. Les personnes de leur famille, de leurs familiers, cédaient aux pressions et ils l'admettaient. Dans un extrait de Sergei Evremov, où il cite les atrocités des autorités, on nous a posé un ultimatum où nous signons, on nous vous envoie dans la région de Neirin, qui était un camp forcé de travail forcé. Les grands procès sont organisés comme des grands spectacles, pour montrer un exemple au peuple. Le procès est organisé dans un opéra à Moscou. Staline envoie le message: désobéissez-moi et vous finirez mort ou en prison. Conclusion. Staline utilise la peur et l'obéissance, inspire la peur et l'obéissance à travers des procès très publics pour montrer ce qui se passe et obéir. En 1929, Staline annonce une grande réforme de l'agriculture soviétique, la collectivisation des terres. Les terres ne seront plus la propriété des paysans, mais celle des grandes fermes collectives, organisées par l'État, dans lesquelles les paysans travailleront ensemble, avec des méthodes modernes. Tout le monde sera gagnant. Le travail des paysans sera plus facile et la production agricole augmentera. La réalité est bien sûr plus complexe. La collectivisation des terres se fait dans la violence, en particulier contre les koulaks, et elle entraîne des famines parfois terribles. Cette réforme a pour but de moderniser l'agriculture soviétique. Staline la modernise grâce à la collectivisation des terres et en modernisant les outils de travail pour les paysans. Il y a 2 réactions. Les paysans pauvres se réjouissent de cette réforme. Les koulaks, en revanche, le sont moins car ils doivent céder une partie de leurs terres à d'autres paysans et travailler ensemble. C'est une réforme qui se fait dans la violence, la terreur. Les circonstances sont sanglantes. Les paysans ne sont pas vraiment enthousiastes à l'idée de travailler dans les kolkhozes et les sovkhozes. Ils n'expriment pas ouvertement leur opposition à la collectivisation des terres, car ils ont peur de Staline, car d'après Staline, les koulaks sont des parasites qui gardent le blé, qui sont des tueurs d'enfants et des brûleurs de blé. Un écrivain de l'époque témoigne. On a commencé par arrêter les chefs de famille, c'était les guépous, qui procédaient aux arrestations. Seul le premier Fontenich a été fusillé. Personne n'en a réchappé. Quant à ceux qu'on a arrêtés à la fin de décembre, on les a gardés en prison, 2 à 3 mois, et on les a envoyés en migration spéciale. En 1933, l'Ukraine va très mal. La famine a déjà fait 6 millions de morts, surtout dans les régions rurales. Grâce à cette famine, Staline affaiblit le nationalisme ukrainien, en pensant que celui-ci allait se révolter. La question que se posent les historiens aujourd'hui est si c'était un désastre politique ou si c'était une stratégie. En 1929, Staline met en place une réforme censée augmenter les récoltes. Mais cela sera voué à l'échec. Les décès causés par la famine se multiplient. Staline trouve donc un coupable, les koulaks. Dans l'année 1930, le koulak connaît une croissance spectaculaire. Staline fait sans cesse créer de nouveaux camps où il envoie des prisonniers de plus en plus nombreux. Une telle croissance pose de multiples questions. Quelles sont les conditions de vie et de travail des prisonniers du koulak? Pourquoi une telle croissance du koulak? En quoi le koulak est-il utile à Staline? De 1924 à 1929, un seul camp existe, celui du Slovétie. Ensuite, d'autres camps sont apparus de 1929. Le nombre de camps ne sont d'augmenter. On passe de 610 000 prisonniers en 1934 à 1 300 000 en 1940. Le nombre de contre-révolutionnaires augmente. Les camps sont extrêmement peuplés. Le goulag est le nom donné à la direction centrale des camps. Ils sont présentés comme étant un moyen de rééduquer les prisonniers et construire de nouvelles choses, et non comme des camps de concentration. Pour ne pas effrayer, on appelle ces camps camps de rééducation, censés transformer les détenus en parfaits citoyens. Les détenus sont aussi utilisés comme main-d'œuvre
Ils sont exploités, ainsi, l'État gaspille moins d'argent. Les détenus sont maltraités, ils sont souvent fouettés. Ivan Denisovitch raconte. Même les surveillants ont peur du Volskovoï, nom du gardien dérivé de Volk qui désigne le loup en russe. Il se glissait par derrière, vous en envoie la nuque. Quelqu'un qui s'échappait était exécuté par l'opérationnel, mais avant, on lui tranchait les mains pour prendre ses empreintes. Les camps étaient bénéfiques pour l'URSS. Ils permettaient de se débarrasser des criminels et des contre-révolutionnaires. Grâce aux détenus, l'État fit des économies, mais pour ces derniers, les camps étaient de véritables enfers. Le canal Staline se situe au nord de Moscou et relie la mer Blanche à la mer Baltique. Ce canal servait majoritairement pour la propagande, car comme la mer gelait, souvent ce canal était souvent inutilisable. Ce projet a été gigantesque. La construction du canal de la mer Blanche, de 227 km, a été réalisée en moins de 2 ans, tant que le canal de Panama, à 80 km, a pris 28 ans. Il y a eu 2,5 millions de mètres cubes de roches à déblayer et 21 millions de mètres cubes de terrassement. La construction du canal Baltique, mer Blanche, a été réalisée sans l'achat d'aucun matériel étranger. Aucune devise n'a été dépensée. 100 000 détenus ont travaillé simultanément. Le canal a été très vite surnommé le canal Staline, car le canal devait être une réalisation exemplaire de l'industrialisation et de la modernisation accélérée de l'URSS, voulue par Staline. Le canal a été utilisé pour propagander, pour faire croire au peuple que le canal était exceptionnel. Le détenu Alexandre Boula était officiellement chargé de documenter la vie sur le chantier du canal. Il a pris cette photo montrant le baraquement des femmes dans le camp pour démontrer que la vie dans les chantiers du canal était très dure. Et pour démontrer que réellement, malgré qu'elle soit dure, les femmes ont toujours une vie correcte, avec des vêtements propres, de la nourriture. Mais réellement, cette image est une propagande. Elle est faite pour que l'URSS soit bien vue par le peuple. Mais en réalité, la vie dans le chantier du canal n'est pas propre et mortelle. Les hommes et femmes qui construisent le canal sont des prisonniers. 150 000 prisonniers appelés zeks qui travaillent durement dans l'impropre entre la possible mort et la vie. La méthode utilisée par les responsables du chantier est de mentir. Ils disent aux travailleurs que le plus ils travaillent, le plus leur temps de détention est diminué. L'URSS s'est développée très rapide et efficacement dans leurs constructions qui ont été immenses. Ils avaient très peu d'argent et les conditions de vie sur les chantiers ont été horribles. Il y a eu des milliers de morts. L'URSS a aussi utilisé beaucoup de propagande dans les camps pour motiver les travailleurs. En 1936-1938, c'est la grande terreur stalinienne. Le nombre d'arrestations sommaires explose soudainement. Elles sont suivies de procès expéditifs qui se soldent par des déportations au goulag ou par des condamnations à mort. Grande nouveauté, personne n'est à l'abri de cette terreur dirigée par Staline, surtout par les grands responsables soviétiques, à commencer par Nikolaï Boukharine. Voyons comment la disgrâce soudaine et totale de Boukharine est typique de la grande terreur stalinienne de la fin des années 1930.
Avant sa disgrâce, Boukharine était rédacteur en chef de la Pravda, un grand journal communiste. La Pravda était le journal officiel du régime soviétique. Nikolaï Boukharine est donc en charge des informations diffusées au public. Il était un fidèle compagnon de Staline et l'enfant chéri du parti, pour Lénine. Il a participé à la révolution de 1917 avec Staline et Lénine, mais il était un héros bien avant. Boukharine est donc un des pères de la révolution pour les communistes de l'URSS. Alors, quand le peuple apprend qu'il était un espion et un traître, ils sont tous malheureux et profondément déçus. La vie de Boukharine bascule en 1937, quand il est accusé de trahison. Tout son procès, qui s'est déroulé en mars 1938, est un spectacle bien organisé. Il a été diffusé dans tous les journaux, toutes les télévisions, tous les cinémas du monde entier. Mais Boukharine reconnaît-il les faits? Surprise, il le reconnaît. Voici un extrait de son témoignage où il avoue avoir été un traître. Permettez-moi de commencer l'interrogation de l'accusé Boukharine. Expliquez brièvement quels sont les faits dont vous reconnaissez coupable. Tout d'abord, je reconnais appartenir au bloc des droites et des trotskistes contre... Depuis quelle année? Depuis le moment où le bloc a été créé, et même avant. C'est ainsi que Boukharine fut condamné à mort, puis exécuté en 1938. Le procès de Boukharine est un procès truqué. C'est un procès qui a été arrangé à l'avance. Boukharine a été menacé et accusé, c'est pour cela qu'il avoue à tout et n'importe quoi. Être dans un bloc, avant même qu'il soit créé, n'est probablement pas possible. Boukharine a peur pour sa famille, et en particulier sa femme. Aide-les tous, j'ai peur pour toi et les autres, mais surtout pour toi. On se rend compte que le régime stalinéen devient totalement fou, que même les plus innocents deviennent coupables. Le régime totalitaire mis en place par Staline utilise la violence contre les opposants politiques pour étouffer la contestation. C'est assez classique, mais il va en fait beaucoup plus loin. Il utilise la violence politique aléatoire pour instaurer un climat de terreur dans la population soviétique. La grande terreur stalinienne de la fin des années 1930 est un très bon exemple. Voyons quelle était son ampleur et qui en étaient les victimes. Les purges organisées par Nikolaï Yezhov, un homme politique soviétique, sont des grands procès mis en scène et médiatisés contre des membres importants du Parti communiste. 40 000 à 50 000 personnes sont mortes de ces purges. Les gens étaient choqués et avaient peur. C'est le début de la grande terreur. Pour calmer la foule, Staline fait exécuter Yezhov en tant que personnage. Staline fait retoucher les photos où Yezhov apparaît à ses côtés pour qu'on ne l'associe pas à ce crime. L'ordre 447, qui est dirigé par le NKVD lui-même, commandé par Staline, a pour objectif de tuer ou d'emprisonner toutes les personnes qui n'ont pas les mêmes idées politiques que Staline. Chaque région se voit attribuer des quotas d'individus à fusiller ou à emprisonner. 47% des morts de la Grande Terreur proviennent de l'ordre 00447. Un extrait de l'acte d'accusation de Vassili Sidorov, un employé de coopérative. Sidorov, mal intentionné envers le pouvoir soviétique en général et le parti en particulier, disant: Staline et sa bande ne veulent pas quitter le pouvoir. Staline a tué un tas de gens, mais il ne veut pas s'en aller. Le prévenu Sidorov a plaidé non coupable, mais a été démasqué par plusieurs témoignages. Verdict: fusiller Sidorov, confisquer tous ses biens. La sentence a été exécutée le 3 août 1938. Staline organise des opérations nationales pour éviter la division de l'URSS. En 15 mois, 57 000 personnes furent arrêtées, dont 2 000 exécutées. 1/5 des 700 000 citoyens soviétiques d'origine polonaise furent condamnés et exécutés. Conclusion.
La Grande Terreur est divisée en 3 parties. La première, qui fait moins de morts mais qui est plus impressionnante, sont les purges. Elles font 40 000 sur 800 000 exécutés. La deuxième partie, qui fait le plus de morts, 48% personnes tuées, et l'ordre 00447. La troisième partie est celle des opérations nationales qui, elle aussi, fait beaucoup de morts, environ 42 000. Ce sont des procès... Pardon, je reprends.